Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de faire cette présentation pour vous aujourd'hui et merci aux personnes qui sont présentes d'être là. Je souffre de la concurrence avec notre président pour les discours ce soir, donc merci à vous de suivre cette présentation. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'intitulé, on va parler d'un sujet qui s'éloigne un petit peu de la vulgarisation scientifique pure, comme vous pouvez avoir l'habitude de le voir sur cette chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube de l'université Claude Bernard, puisque on va essayer d'élargir un peu nos horizons, nos perspectives, et de faire des liens entre des disciplines qui, a priori, n'ont pas forcément d'affinité, en tout cas pas d'affinité évidente. Et ben on va voir que c'est toujours possible de faire des liens et c'est même parfois beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît au premier abord. Et le lien que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est le lien entre la géologie et la musique. Alors, pour commencer, une bonne question, ce serait d'essayer de définir ce qu'est la musique. On essaiera de définir la géologie par la suite. Et finalement, quand on réfléchit à cette question et qu'on essaie de proposer une définition, c'est pas si évident. Alors, avec la latence entre le chat et la diffusion, je vais pas vous proposer de donner vos définitions. On va pas les réfléchir tellement à la question ensemble, mais n'hésitez pas à échanger entre vous, que ce soit sur Twitch ou sur la chaîne YouTube, sur ce sujet. C'est un sujet qui est assez intéressant. Moi, ce que je vais plutôt vous proposer ce soir, c'est la définition qui a été proposé par un grand compositeur, qui est Debussy, et lui proposait que la musique, c'est l'espace entre les notes, c'est quelque chose qui doit être ressenti, et quelque chose qui justement n'a pas de définition ni concrète ni précise, mais malgré cette absence de définition concrète ou précise, dans le fond, chacun sait ce qu'est la musique, et la musique, dit-il, est faite des sons qui, par notre ouïe, atteignent nos cœurs. Alors c'est une formulation que je trouvais assez jolie et que je voulais vous proposer ce soir. Alors il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, lui reprend l'idée que la musique est assez difficile à cerner, à définir. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que souvent quand on pose la question à des personnes, que ce soit dans la rue ou dans une discussion courante, la musique, on va souvent penser aux notes de musique, on va souvent penser aux mélodies, mais un aspect extrêmement important dans la musique, c'est aussi le silence, c'est l'espace, c'est ce qu'on retrouve entre ces notes et ce qui va rythmer cette mélodie. Et finalement, la musique a ça de beau qu'elle est capable de suspendre un instant, de transmettre des émotions par ces espaces. Alors, trêve de philosophie, on va faire un petit retour historique sur la musique. Ce qui est intéressant, c'est que cette musique, donc qu'on connaît tous sans savoir si facilement la définir, eh ben, ça date évidemment pas d'aujourd'hui. J'ai choisi pour illustration un fragment de flûte en os qui a été daté il y a 41 000 ans et qui montre que finalement, dès les premières traces d'occupation humaine, on retrouve la présence d'instruments de musique. Probablement qu'il y a eu des instruments antérieurs à cette date de 41 000 ans. Les objets les plus anciens qu'on retrouve et qui sont attestés comme des instruments de musique ont environ cet ordre de grandeur d'âge. Évidemment, les instruments de musique ont évolué avec l'humanité et on en retrouve des illustrations tout au long de l'histoire. Vous avez ici, par exemple, un instrument égyptien sur une représentation datée d'il y a 3000 ans. Et évidemment, la musique est toujours aussi présente aujourd'hui, peut-être même encore plus. On voit donc que la musique a accompagné l'être humain tout au long de son existence. Alors là, j'ai pris l'exemple des interprètes ou des instruments de musique, mais finalement, la musique, on a dit que c'était un espace entre les sons.
Et des sons, des atmosphères, des ambiances sonores, on en retrouve dans notre environnement depuis toujours. Et vous avez ici quelques exemples de ces ambiances sonores. On connaît tous le bruit de l'orage, le bruit du vent. Euh, alors, évidemment, je suis géologue, je ne pouvais pas ne pas mettre un volcan, mais quelque chose qu'on entend beaucoup plus souvent, surtout en cette saison, ça va être par exemple le bruit de la pluie. Et ce sont des atmosphères sonores qui sont connues de chacun d'entre nous et qui évoquent elles aussi des émotions, des souvenirs. Et il y a même beaucoup de gens qui apprécient le bruit d'un orage, du vent ou même d'une pluie douce pour se détendre, pour se relaxer. Ça peut les aider à s'endormir. Il y en a d'autres à l'inverse qui vont redouter ces sons et qui vont être angoissés en les entendant. Mais en tout cas, il est assez rare qu'entendre ces bruits de la nature, ça nous laisse indifférents finalement. Et on peut se poser une question, c'est finalement, dans la mesure où l'être humain a toujours été entouré de ces sons issus de la nature, est-ce que finalement les premiers instruments n'avaient pas vocation à imiter ces sons naturels? euh, je vous ai représenté ici, alors ça c'est une photo d'une grotte évidemment. On sait que les grottes ont pu être occupées pour certaines activités humaines, probablement pas vraiment habitées, mais en tout cas occupées. On connaît tous les peintures rupestres. Euh, eh bien, on pense que les grottes n'ont pas servi qu'à faire office d'abri, ni même à abriter des peintures ou des représentations artistiques visuelles. Les grottes ont probablement aussi servi pour leur atmosphère sonore et pour leur résonance. On sait tous que dans une grotte, on va avoir un écho assez important. On a aussi ce clapotis des gouttes d'eau qui vont tomber les unes après les autres depuis les stalactites et qui vont faire comme une petite mélodie euh, qui va s'amplifier du coup dans la résonance naturelle de la grotte. Eh bien, on pense que les hommes ont pu chercher à utiliser ces propriétés des grottes pour faire de la musique. Alors évidemment, on n'a pas de preuve d'utilisation, par exemple, de stalactites à l'aide de maillets, mais en tout cas, aujourd'hui, récemment, il y a des personnes qui se sont attachées à essayer de composer de la musique en martelant des stalactites, des stalagmites pour profiter de la résonance des grottes et qui ont réussi à obtenir des musiques assez chouettes. Et par contre, ce qu'on a pu retrouver en tant que vestiges archéologiques, c'est ce genre d'objets. Alors vous voyez ici que ce sont des pierres taillées assez allongées, donc qui peuvent rappeler la forme justement de ces colonnes calcaires dans les grottes formées par les stalactites et les stalagmites. Et ce sont des pierres qui sont particulièrement résonantes. Elles sont pas faites en calcaire, mais dans une roche volcanique qui s'appelle la phonolite. Phonolite, son étymologie, c'est la pierre qui sonne. Hein. Et justement, quand on les martèle avec des petits maillets, on obtient des notes un petit peu comme avec un xylophone. Et finalement, l'assemblage de ces pierres, ça peut constituer un instrument. Et cet instrument porte le nom de phonolithophone, du coup. Et donc ça, on en a retrouvé dans des vestiges archéologiques et paléontologiques surtout. Euh, et finalement, ça nous suggère que les premiers instruments peut-être cherchaient à imiter le son de la nature à travers ici l'exemple d'un instrument qui pourrait imiter les sons naturels qu'on entend dans une grotte et être transporté, ce qui n'est pas le cas de la grotte. Évidemment, là c'est l'exemple d'une percussion, mais on peut repenser également aux instruments à vent, à l'instar de la flûte, qui peuvent imiter le bruit du vent justement sur les reliefs naturels, mais peuvent aussi être directement inspirés par des formes de la nature. Et vous avez ici l'exemple d'un coquillage qui peut servir d'instrument à vent. C'est quelque chose qui est très ancien. Alors c'est difficile de distinguer un coquillage utilisé comme instrument d'un coquillage simplement consommé dans un, dans un site fossile, mais en tout cas on sait que au moins dans l'histoire documentée, ces coquillages ont pu être largement utilisés comme instruments à vent.
plus simple que le coquillage, quelque chose que la plupart des enfants ont fait, utiliser un simple brin d'herbe comme sifflet, c'est quelque chose qui est très connu et probablement connu depuis bien longtemps. Finalement, est-ce que ces instruments de musique qui sont pratiquement aussi anciens que l'être humain ne résultent pas simplement d'une observation de la nature, de chercher à l'imiter, à la comprendre, finalement à reproduire cette beauté qui nous touche tout particulièrement quand on y est confronté. C'est une question qui peut être intéressante et c'est un angle qu'on va explorer au cours de cette présentation. Et finalement, cet angle-là, c'est là qu'on va pouvoir se rattacher à la géologie, c'est que l'observation de la nature, c'est une discipline, une pratique qu'on appelle le naturalisme. Le naturalisme, on peut l'illustrer assez simplement avec l'exemple de notre phonolithophone. Je vous ai dit que pour faire ces percussions, les personnes qui avaient taillé les pierres avaient choisi des pierres bien spécifiques, des phonolithes, donc des roches volcaniques. Ces roches volcaniques, on les trouve pas partout. Et c'est d'ailleurs le principal argument en faveur de roches à vocation sonore et pas de meule par exemple, c'est que finalement pour broyer du grain, pas besoin d'une phonolite, n'importe quelle roche locale convient, mais par contre pour sonner, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une phonolite. Et vous avez ici une illustration de deux reliefs, celui de gauche n'a rien à voir avec de la phonolite, celui de droite c'est de la phonolite, et finalement ces reliefs à première vue se ressemblent beaucoup, d'ailleurs dans la toponymie pourrait avoir des noms très proches du genre la dent du diable ou ce genre de choses. Et pourtant, en termes de géologie, ce sont des roches très différentes et celle de gauche sonnera assez mal, on n'aura pas un bel instrument avec, celle de droite sonnera beaucoup mieux. Et nos hommes préhistoriques ont choisi spécifiquement celle de droite, faisant parfois des déplacements de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres pour trouver ces roches, qu'on ne trouve pas partout puisque ce sont des roches volcanique, comme je le disais tout à l'heure. Finalement, cette démarche d'identifier déjà que certaines roches vont sonner mieux que d'autres, d'être capable de les retrouver dans la nature, d'être capable de les observer, de les sélectionner, de les tailler, et ça pour un but bien précis, c'est déjà du naturalisme et c'est déjà finalement assez proche de ce que font les géologues d'aujourd'hui. Les sciences de la Terre, en fait, sont vraiment une discipline naturaliste, dans le sens où elles s'attachent à observer, à décrire et à comprendre la nature et le fonctionnement de notre planète. Donc on est en plein dans le naturalisme que je vous décrivais. Donc observer, parce que, évidemment, si on commence pas par observer, difficile d'analyser ou d'interpréter. Décrire, parce qu'il est important de comprendre ce qu'on observe, enfin, en tout cas de maîtriser ce qu'on observe. Et ensuite comprendre, c'est-à-dire interpréter ces observations à travers le filtre d'hypothèses, de raisonnement qui vont nous permettre de progresser. On voit que du coup nos instruments ont pu être inspirés par une démarche similaire, c'est-à-dire que à un moment donné, des personnes se sont rendues compte que le vent, ça faisait un son qui pouvait être agréable, que l'orage faisait des sons sourds qui peuvent être reproduits par certaines percussions. La pluie faisait un son beaucoup plus doux, beaucoup plus mélodieux, et puis ce sont trois exemples parmi des dizaines. Les premiers musiciens se sont rendus compte de moyens pour imiter ces sons, pour en trouver de nouveaux, parfois plus agréables. Et ça peut nous amener à la question, est-ce qu'une musique agréable, c'est une musique naturelle finalement? Est-ce que toutes les musiques qu'on retrouve aujourd'hui, est-ce que tous ces sons, toute cette panoplie, toute cette richesse dans la musique, finalement, elle ne trouve pas sa source dans la nature, et est-ce que une musique désagréable est forcément incompatible, par exemple, avec une musique naturelle, ou plus simplement, est-ce que toutes les musiques agréables le sont parce que
elles évoquent finalement une nature profondément enfouie en nous. Alors on va évidemment pas répondre entièrement à cette question, on pourrait débattre pendant des heures sur le sujet, mais je vais vous proposer quelques petits points de vue pour réfléchir à tout ça. Pour commencer, puisqu'on parle de musique, puisqu'on parle de son, il est intéressant de revenir aux bases physiques du son. Il est intéressant de se rappeler ce qu'est un son, ce qu'est une onde sonore, et ça on peut l'illustrer de la manière suivante. Une onde sonore, vous le savez peut-être, c'est quelque chose qui se propage dans un milieu. Alors, typiquement, ça peut être l'air. Et une onde sonore, c'est quelque chose qui va déformer le milieu dans lequel elle se propage. Vous l'avez ici représenté. Finalement, quand mon haut-parleur ici à gauche va émettre un son, que ce soit une musique, une note, peu importe, cette musique va en fait être une vibration qui va, à l'échelle des molécules, comprimer les molécules d'air à certains endroits, et à l'inverse, les détendre à d'autres endroits, puisqu'évidemment on ne change pas le nombre de molécules d'air, donc ça fait comme un petit accordéon si vous voulez, et c'est cet accordéon qui va venir stimuler nos tympans et les os de notre oreille, de tout notre système auditif, et va pouvoir être interprété comme un son. Alors vous voyez que j'ai pas représenté cette progression au hasard. En fait, cette vibration, elle va être caractérisée par différents paramètres, et un des paramètres essentiels, ça va être la fréquence. En fait, quand l'onde se propage, elle va effectivement comprimer l'air, mais elle va pas le comprimer une seule fois, elle va le comprimer un certain nombre de fois, en faisant des allers-retours, vraiment comme l'accordéon. Et c'est ce jeu de compression-décompression qui va finalement former une vibration qu'on est capable d'entendre. Et bien, la fréquence à laquelle ces compressions-décompressions se déroulent, eh bien, c'est justement ce qu'on appelle la fréquence de l'onde sonore. Cette fréquence, on l'exprime en Hertz, donc vous verrez peut-être l'abréviation Hz sur certaines de mes illustrations par la suite. Un Hertz, c'est tout simplement un battement par seconde. Donc une onde qui va avoir une fréquence de 60 Hz, ça veut dire que cette vibration va avoir lieu 60 fois par seconde. Si une fois qu'on a bien compris ça, en fait, ce principe de base des ondes sonores, on peut essayer de voir finalement, pour comprendre un peu plus en détail comment à partir d'une onde sonore on va obtenir une note typiquement ou un ensemble de notes. Et pour ça, il faut voir en quoi la fréquence va pouvoir impacter le son qu'on entend. Alors si on a une fréquence très 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 basse, par exemple un battement par minute, et ben là on va pas obtenir une note, on va obtenir juste un claquement sourd, et le prochain claquement viendra une minute plus tard. Mais si par contre on rapproche nos claquements de plus en plus fréquemment, qu'on obtient justement des fréquences beaucoup plus élevées, on va pouvoir obtenir une note, et plus cette fréquence va être élevée, plus la note va être aiguë. Donc, typiquement, quand on joue au violoncelle, à la contrebasse, on va jouer des notes qui vont avoir une fréquence plutôt basse. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur en termes de Hertz, on va être autour, je sais pas, 50, 100, peut-être 200 Hertz, parfois un peu plus pour les notes plus aiguës. Et quand on va jouer à l'inverse avec un instrument comme une flûte ou un piccolo qui produisent des notes beaucoup plus aiguës, eh bien on va avoir des notes à fréquence beaucoup plus élevée, par exemple de l'ordre de 500 Hz, 1000 Hz, parfois 2000. Et l'oreille humaine est capable d'entendre et de distinguer des notes, on dit généralement entre 20 Hz et 20 kHz, donc 20 000 Hz. C'est un ordre de grandeur, ça dépend évidemment d'une personne à l'autre. Une oreille entraînée pourra entendre plus facilement des sons à fréquence élevée et surtout les distinguer. Une oreille un peu moins entraînée ou quelqu'un qui a perdu un peu d'audition, eh bien évidemment va entendre moins de ces fréquences.
On verra d'ailleurs tout à l'heure en quoi ça peut impacter le son qu'on entend. Alors, évidemment, là, je vous dis qu'une note égale une fréquence, mais dans la nature, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est plus compliqué parce que, déjà, pour une note donnée, une fréquence, il peut y avoir plusieurs fréquences. Si on prend l'exemple du piano, vous connaissez probablement celle qu'on décrit comme la touche de départ, le Do. Enfin, vous connaissez le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, la gamme classique, on va dire. Eh bien, ce Do, si vous avez déjà vu un clavier de piano, vous savez qu'on peut le prendre à un endroit, mais on peut le prendre à d'autres. Et dans tous les cas, ce sera un Do. Mais dans certains cas, on aura un Do aigu, dans d'autres, un Do un peu plus grave. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle des octaves. Qu'est-ce que c'est une octave, finalement? C'est la même onde sonore, mais qui va avoir une fréquence 2 fois plus importante, ou 2 fois moins importante. Donc si on prend 440 Hz par exemple comme note, ce qui est le La standard, c'est la tonalité de votre téléphone quand vous décrochez votre téléphone. Si on prend 440 Hz, qu'on va diviser par 2, on obtient 220 Hz, et ce sera également un La, qui sera plus grave. Si on multiplie par 2, on va obtenir du coup 880 Hz, et on aura de nouveau un La, mais qui sera plus aigu. Dans tous les cas, ce sera la même note, mais dans certains cas, cette note aura l'air plus aiguë, dans d'autres, un peu plus grave. Et ça, c'est un premier point qui complexifie la chose, c'est que finalement, quand on va jouer une note, il va falloir se poser la question de laquelle on joue, à quelle octave, à quelle fréquence, et vous vous rendez compte qu'on peut avoir un son similaire avec une même note, mais sur des fréquences qui vont être différentes. Alors là où ça se complique encore plus, c'est que dans la nature, très souvent, on ne choisit pas entre une fréquence et une autre. Très souvent, quand on va jouer une note, on va obtenir plusieurs fréquences. C'est-à-dire qu'on va obtenir un certain Do ou un certain La, et on va obtenir une octave plus aiguë, une octave plus grave, parfois plusieurs octaves plus aiguës, parfois plusieurs octaves plus graves. C'est ce qu'on appelle les harmoniques. Alors, je peux vous l'illustrer assez rapidement. J'ai prévu une guitare pour vous faire quelques petites démos. Mais on peut voir très simplement. J'espère que vous entendrez bien. Sinon, bon, c'est pas très grave. Je pense que vous aurez compris le principe. Là, c'est une note que vous entendez. Donc, en l'occurrence, c'est un Mi qui est plutôt grave. Là, je peux le jouer en un peu plus aigu. Donc c'est la même note, soit plus grave, soit plus aiguë. Je peux la jouer plus aiguë ici aussi. Et je peux jouer ce qu'on appelle une harmonique. C'est-à-dire que je supprime la note de base et on n'entend que le cocktail qu'il y a autour. Alors, on n'a pas le meilleur micro pour vous faire entendre ça en direct, mais vous inquiétez pas, on va avoir des petits extraits qui arriveront juste par la suite que j'ai préenregistrés. Donc là, on a déjà complexifié un peu la chose. Je vous ai parlé de notes, d'ondes sonores, de fréquences. On se rend compte que finalement, une note, c'est pas toujours égal à une fréquence. Ça peut être une famille de fréquences, pour le cas des octaves. Et quand on joue sur un instrument, on va obtenir un mélange de ces fréquences, c'est-à-dire la note de base, mais aussi des harmoniques qui vont résonner autour de cette note de base, et qu'on peut parfois entendre individuellement, mais qui en général sont mélangés au son de la note de base. Voilà à quoi ressemble finalement l'allure d'un Do joué à la guitare. Vous voyez qu'on est assez loin de la belle onde régulière que je vous proposais tout à l'heure. Vous voyez qu'on a en fait toute une famille de fréquences qui se superposent et qui vont donner un signal beaucoup plus complexe. Alors, je vais pas vous lâcher avec juste cette représentation, parce que là, c'est un petit peu difficile à lire. Pour essayer de comprendre cette note, ce Do réel joué à la guitare, on va utiliser un outil
qu'on appelle un spectrogramme. Alors le spectrogramme, c'est un outil qui va nous permettre de décomposer l'onde. Finalement, quand on voit cette représentation d'une onde sonore avec toutes ces variations, c'est assez difficile de décrire la fréquence. Autant tout à l'heure, on pouvait compter assez simplement le nombre de compressions, décompressions. Là, on peut le faire pour ces grandes vagues, mais c'est beaucoup plus difficile pour les petites, et puis surtout, ça n'a pas l'air très régulier, parce qu'en fait, c'est régulier, mais c'est un signal beaucoup plus complexe que simplement avec une fréquence ou deux fréquences. Il y en a des dizaines dans ce signal. Et eh bien le rôle du spectrogramme, ça va être justement de décomposer ces fréquences à l'aide d'outils mathématiques et de les représenter. Alors ça va se présenter sous cette forme. Vous allez avoir l'ensemble des fréquences qu'on retrouve au sein d'une onde sonore. Alors on peut choisir la gamme, hein. Là j'ai choisi entre 50 Hz et 20 000 Hz, mais j'aurais pu choisir de le faire jusqu'à 1 milliard de Hertz. C'est juste que après c'est pas la même difficulté de calcul. Et vous avez ici l'amplitude de l'onde sonore, c'est-à-dire la part que va jouer la fréquence qu'on considère dans le mélange global. Celle qui va ressortir le plus, qui devrait normalement être, dans le cas d'un Do, le Do particulier qu'on cherche à jouer, de l'octave particulière qu'on cherche à jouer. Normalement, ça devrait être notre pic principal. Mais on va avoir des harmoniques qui vont se superposer à ce Do, et vous verrez que les pics associés sont un peu moins élevés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, et je pense que ça se comprend assez bien intuitivement comme concept. Alors pour commencer, je vais vous présenter à quoi représenterait dans ce schéma un Do qui soit le plus proche possible du Do pur, entre guillemets, qui va nous intéresser. Donc ici, c'est le Do de la 5e octave. Il y a une numérotation qui existe, c'est assez conventionné et qui correspond à certaines fréquences. Donc là, on est autour de 550 Hz pour ce Do de la 5e octave. Si on utilise un synthétiseur, si on utilise un ordinateur pour synthétiser une onde qui soit la plus pure possible, voilà ce qu'on va obtenir comme signal. Vous voyez qu'on a... Alors c'est pas parfait, on n'a pas simplement un pic, mais on a un très léger bruit de fond qui là en l'occurrence est inaudible. On a un pic autour de la fréquence qui nous intéresse, et là de nouveau un bruit de fond qui est encore une fois très léger. On va dire que globalement ce que notre oreille entend, c'est quelque chose qui se situe dans cette zone-là. À partir de là, on va pouvoir l'entendre indirectement, mais ça va être compliqué. Je vais vous passer des petits exemples sonores juste après, de toute manière, pour vous illustrer tout ça. Mais ce que j'aimerais surtout, avant de vous faire écouter ça, c'est vous montrer ce que ça donne, cette fois-ci, sur un vrai instrument, et pas simplement pour une note synthétique, mais vraiment sur un instrument typiquement acoustique. Et voilà ce qu'on va pouvoir obtenir, par exemple, sur un piano. Alors vous voyez que là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. On a un certain nombre de pics. Alors on retrouve, c'est plutôt rassurant, notre gros pic ici autour du Do qu'on a cherché à jouer. Mais on a également ici cette bosse dans les graves qui va correspondre à des octaves plus graves et qui vont être assez confuses. Et on a toute une série de pics qui s'enchaînent, qui vont constituer justement ce que je vous appelais ces harmoniques. Et parmi ces pics, on retrouve typiquement notre Do de la 6e octave, on retrouve notre Do de la 7e octave, notre Do de la 8e octave. On a vraiment, si on cherche même dans les petits pics, on va pouvoir retrouver 9, 10, 11, 12 probablement. Ici, probablement qu'on a un de ces pics qui est le Do de la 4e octave, peut-être même qu'on a jusqu'à la 3e. Mais voilà, on arrive assez bien à retrouver ces harmoniques que je vous mentionnais. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que n'y a pas que du Do là-dedans. Si on regarde ces autres pics que je vous ai pas légendés, vous voyez qu'ici, en fait, la bosse principale qu'on retrouve, c'est pas un Do, mais un Mi. Là, sur cette deuxième bosse, c'est pas un Do, c'est un Sol. Et dans les autres pics qu'on retrouve, dont certains assez importants, vous voyez, celui-ci par exemple, ce sont pas des Do, ce sont des Sols, des Mi,
Alors on va même retrouver d'autres notes, mais vous voyez que certains des pics qui contribuent le plus à notre Do joué au piano ne sont pas des fréquences de Do, mais des fréquences de Mi et de Sol. Et alors si on joue à la guitare, alors vous voyez ici que là on a un gros fouillis dans les aigus. Ce fouillis-là, c'est ça qui cause le son un peu frisé de la guitare, cette espèce de bourdonnement qu'on entend quand on gratte une corde de guitare, là où le son du piano va être beaucoup plus doux en général. Vous y ferez attention tout à l'heure, juste après, pour les extraits sonores. Le son du piano va être beaucoup plus doux, on pourrait dire presque moelleux, il va être concentré sur des fréquences qui vont être assez groupées, là où la guitare, on va avoir tous ces aigus qui vont venir apporter cette espèce de bourdonnement, ce côté un peu grinçant, qui, bon, des fois, si c'est mal enregistré, peut poser problème. D'ailleurs, mon enregistrement est pas top, vous le verrez, mais, euh, mais qui contribue aussi tout simplement au son de la guitare. Donc finalement, tout ça, c'est des caractéristiques qui vont être propres à chaque instrument. Et c'est une complexité qu'on appelle le timbre. Donc c'est un mot que probablement vous connaissiez. Vous savez que quand on va jouer une même note sur deux instruments distincts, on va avoir une signature sonore qui va être propre à chacun de ces instruments. Et c'est pour ça que quand on entend la même mélodie jouée par un piano et une guitare, on reconnaîtra instantanément le fait que d'un côté on a un piano et de l'autre une guitare, et pourtant on aura joué les mêmes notes. Et pour illustrer ça, je vous propose d'écouter un petit extrait de 30 secondes. Alors, dans un premier temps, je vous ai mis la mélodie jouée sur un synthétiseur, donc uniquement avec les notes pures, entre guillemets, avec une fréquence pour chaque note. Ensuite, vous l'avez sur une simulation de piano, et ensuite vous l'avez sur la guitare. Voilà, alors pour les... Alors, petit spoiler de la suite, je sais pas si on l'a entendu. Oui, comme certains me posaient la question, c'est pour une raison de son, j'ai coupé mon micro pendant les petits extraits sonores. Mais voilà, j'espère que vous avez bien entendu ces trois extraits. Et finalement, j'espère que ça vous a permis d'illustrer ce que je vous racontais avec ces différences de sonorité entre trois instruments. Malgré le fait qu'on joue les mêmes notes, on va avoir des sons qui sont complètement différents. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter un petit peu les principes physiques qui font une onde sonore et comment à partir de cette onde sonore on va pouvoir construire de la musique, construire des instruments et comment on va pouvoir construire une sonorité. Mais évidemment, on n'a pas encore répondu à une des questions que j'ai anticipées tout à l'heure. Je vous ai parlé d'un Do, et on a le même phénomène pour les autres notes qui étaient dans la mélodie que je vous ai présentée. Finalement, je vous ai dit que dans les harmoniques, on avait un Mi et un Sol. D'où ils sortent, le Mi et le Sol. Et par ailleurs, je vous ai promis de parler de géologie, de physique, et là, on n'est pas trop dans la géologie. Eh bien, on y arrive, justement, et on va essayer de comprendre d'où sortent le Mi et le Sol, et comment on va pouvoir utiliser le timbre d'un instrument pour le caractériser.
Alors, le Do, le Mi et le Sol, ce sont trois notes qui peuvent avoir, on l'a dit, une grande variété de fréquences. Typiquement, dans la musique actuelle, dans le découpage actuel des notes, les fréquences classiques qu'on associe au Do, au Mi et au Sol sont les suivantes. Alors, je les ai pas toutes mises, évidemment, puisqu'il y en a une infinité, mais je vous en ai mis trois pour chaque note, qui sont dans les gammes qu'on entend le plus fréquemment. Euh, dans les gammes de fréquences, j'entends qu'on entend le plus fréquemment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un petit peu ces fréquences, on peut trouver des relations entre ces fréquences. Si on part du Do, qui est ici, on voit qu'il est autour de 523 Hz. Je vous disais 550 tout à l'heure, c'est 523. Ce 523 Hz, ce qui est intéressant, c'est que si je le multiplie par 1,5, on obtient quelque chose qui est très proche du Sol qu'on a ici. Alors, c'est pas exactement 784, c'est lié au découpage qu'on fait des notes, ça, ce sont des conventions qui le définissent, mais en tout cas, cette fréquence multipliée par 1,5 va donner une fréquence très proche de celle qu'on associe au Sol. Et autre phénomène intéressant, vous allez voir que si vous additionnez un Sol et un Do, vous obtenez une fréquence qui est de l'ordre de celle du Mi. Donc en fait, où est-ce que je veux en venir par là? C'est que on a trouvé dans les harmoniques de notre instrument du Do, ce à quoi on pouvait s'attendre parce que c'est précisément la note qu'on avait jouée auparavant, mais aussi du Mi et du Sol. Mais ce Mi et ce Sol, physiquement, c'est quelque chose qui peut être construit à partir du Do. Vous voyez que si vous faites vibrer, c'est assez régulier, 1,5, c'est quelque chose qui physiquement peut arriver, une modification de la fréquence par 1,5, qui a de bonnes chances d'arriver même. Et ça peut être par exemple la superposition du 523 et du 261 qui va par résonance pouvoir générer quelque chose qui va être multiplié par 1,5. Hein, ça peut être 1 plus 1 demi. On va pouvoir construire finalement par des phénomènes, des fréquences qui vont être celles d'autres notes. Et ça, j'entre évidemment pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui a pu être observé, c'est-à-dire que physiquement, on a de bonnes raisons de générer ces notes. Là où c'est intéressant, c'est que ces fréquences qu'on a générées, c'est pas juste des fréquences de bruit de fond, ce sont précisément les fréquences qu'on associe au Mi et au Sol. Et ça, c'est pas du tout anodin. C'est à se demander finalement, est-ce que ces fréquences qui arrivent naturellement, on l'a vu, hein, l'exemple de la guitare et du piano sont très parlants. Moi, j'ai écrit que c'était un Mi et un Sol, mais c'est pas parce que le piano ou la guitare sont accordés de telle sorte à produire un Mi et un Sol précisément. C'est vraiment un phénomène physique qui fait que quand on joue un Do, on construit un Mi et un Sol. Là où c'est intéressant, c'est que ces fréquences qu'on a construites, eh bien, sont précisément des notes qu'on considère comme harmonieuses, qu'on considère comme faisant partie de, de, de la gamme des notes qu'on utilise pour faire de la musique. Et parmi vous, je pense qu'il doit y avoir des musiciens, enfin j'en suis sûr même, vous aurez reconnu que ces notes, c'est pas en plus n'importe quelle note du do, ré, mi, fa, sol, la, si, ce sont les notes qui forment un accord qu'on appelle le do majeur. Alors je peux vous le jouer rapidement, je sais pas si vous l'entendrez bien, mais voilà, ça donne ça. Et c'est un accord qu'on considère comme plutôt satisfaisant, qu'on considère comme réjouissant. Il est souvent associé à des choses positives. On dit que les accords majeurs, souvent c'est bien pour faire des musiques qui ont du peps, etc. Alors évidemment, c'est pas une règle absolue, mais on peut par contraste regarder le do mineur. Alors si vous l'avez entendu, celui-là sonne
d'un seul coup beaucoup plus mélancolique, presque triste. Et, euh, et ça, c'est parce qu'on a modifié une des notes de l'accord et qu'on n'a plus justement le do mi sol classique du do majeur. On a altéré ces notes et modifié du coup les fréquences associées. Donc, quand je joue mon do mineur, on va avoir le do mi sol du do majeur qui sont contenus dans le do, mais qui vont pas être contenus dans l'accord. Donc ça crée une tension finalement entre les harmoniques naturelles de la note qui domine ici mon accord et les harmoniques qu'on va construire en utilisant ici cette note-là, qui va être du coup, ça c'est un mi bémol, en fait on a modifié le mi, on a modifié le mi et du coup on se retrouve en conflit avec une note qui vient frotter avec le mi qu'on avait dans, contenu finalement parmi les harmoniques du do. Donc ça c'est un constat assez intéressant finalement, c'est que physiquement il y a une explication aux émotions qu'on ressent quand on joue ou qu'on écoute des accords spécifiques. Euh, Vous voyez que les accords qui sonnent le plus chaleureux, le plus positif, ce sont des accords qui sont en fait construits sur des harmoniques naturelles des notes qu'on va utiliser. Donc tout se combine parfaitement, bien harmonieusement, tout est à sa place. Et les accords qui vont avoir une couleur particulière, qui vont apporter une émotion particulière du coup, vont reposer sur la création de tensions entre ces fréquences qu'on va entendre naturellement dans les harmoniques et d'autres fréquences qui, elles, ne devraient pas se trouver là. Et finalement, on arrive à quelque chose qui est intéressant aussi et qui n'est pas moins harmonieux, mais ça crée une harmonie qui colore finalement le son. On parle souvent de couleur en musique. Et ça, c'est intéressant, c'est que du coup, les gammes naturelles correspondent à des harmoniques physiques. Donc par rapport à notre question de départ, est-ce qu'une musique agréable, c'est une musique naturelle? On a un premier élément de réponse, c'est que les notes de musique, on les a pas choisies par hasard. La relation entre les notes de musique, celle qui sonnait le mieux à nos oreilles, c'est une relation en fait qui est intrinsèquement liée aux propriétés physiques du son et aux propriétés physiques des instruments qu'on va utiliser, qui vont justement naturellement créer un certain nombre d'harmoniques, et c'est à partir de ces harmoniques qu'on a pu construire des gammes, alors de façon consciente ou simplement à l'oreille inconsciemment, mais on a retrouvé du coup comme ça des harmoniques qui sont naturelles, qui résultent de principes physiques. Voilà, alors c'était une longue partie sur la physique, mais avec tout ça, pour le moment, je vous ai un peu menti, on n'a toujours pas vraiment parlé de géologie. Ça me paraissait important de vous expliquer ça, et intéressant aussi, et justement, on y vient à la géologie. La géologie, c'est aussi une discipline qui s'intéresse aux ondes sonores. Il n'y a pas que la musique, il y a la sismique, par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un séisme? Un séisme, ça va être une vibration du sol. Euh, c'est finalement une onde acoustique. Et c'est quelque chose qu'on est capable de détecter avec des micros. Donc, quand on est confronté à un séisme, finalement, c'est un peu comme si on était dans une rave party géante de la Terre et que on avait non pas un mur de baffle, mais carrément une faille sismique qui se met en mouvement pour faire trembler le sol. Euh, c'est d'ailleurs ce qui se passe quand on a un mur de baffle, hein, on sent la vibration. Et du coup, ça veut dire que les sismologues qui s'intéressent à ces ondes acoustiques vont en fait avoir des réflexions qui sont assez proches euh, de celles d'ingénieurs du son qui vont eux travailler sur de la musique, puisqu'ils vont parler à la fois de fréquences. Vous voyez ici hein, sur ce sismographe, on a une belle sinusoïdale avec des belles régularités qui rappellent les modèles que je vous présentais tout à l'heure. Vous voyez ici d'autres représentations un peu plus tassées, mais voilà, on retrouve vraiment des ondes comme celles que j'ai pu vous présenter, et on va pouvoir également les décomposer en harmonique à l'aide de spectrogrammes
C'est un outil qui est largement utilisé par les sismologues ou les personnes qui vont utiliser les ondes sismiques pour la recherche. Évidemment, ces séismes vont avoir pour origine des zones sismiques, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire des zones de friction principalement entre plaques. Ça, c'est quelque chose c'est une figure qu'on utilise souvent pour illustrer justement la tectonique des plaques. Vous voyez que on a des endroits sur Terre où la croûte va se déformer. On va avoir mouvement de fragments de croûte au-dessus du manteau, et ces frictions vont générer des séismes, puisque on a tout un mécanisme de déplacement. Alors c'est pas vraiment le sujet, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais le fait est que du coup on a beaucoup de séismes sur Terre, et c'est un champ extrêmement important de la géologie. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus ici, c'est l'échelle de couleur. L'échelle de couleur, ici, vous avez un axe qui indique profondeur du séisme, et vous voyez qu'on a des séismes qui sont identifiés comme trouvant leur source de la surface jusqu'à des profondeurs allant de l'ordre de 700 km. Alors 700 km, c'est pas énorme à l'échelle de la Terre. La Terre fait à peu près 6400 km de rayon, mais c'est déjà quand même significatif. Et vous voyez qu'on a une large gamme de profondeurs qui sont identifiées ici. Et là où c'est intéressant, c'est que si ces séismes trouvent leur source à des profondeurs différentes, et bien sur leur chemin, ils vont logiquement rencontrer des choses différentes. Et là, on arrive sur quelque chose qui est particulièrement intéressant et qui est un véritable outil d'investigation de la Terre, que ce soit à l'échelle de la Terre globale ou à une échelle beaucoup plus locale. Alors, pour explorer le sous-sol avec le son, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, le principe est extrêmement simple. On a vu tout à l'heure à travers les spectrogrammes que chaque instrument pouvait avoir un timbre particulier. Eh bien, ce timbre, vous vous en doutez, il résulte principalement des matériaux et de la géométrie de l'instrument. Si une guitare va sonner différemment d'un piano, c'est parce que on va avoir un instrument qui est beaucoup plus petit, même si les deux sont faits en bois, beaucoup plus petits dans le cas de la guitare. On va avoir, même si les cordes sont très similaires, des façons différentes de frapper ces cordes, précisément avec un marteau dans le cas du piano, ou en les pinçant avec les doigts dans le cas de la guitare. Et on va avoir un volume différent, parfois les essences de bois sont très différentes. Donc tout ça va résulter en une sonorité différente. De la même manière, si on parle de percussion, vous savez très bien que quand vous allez percuter avec une fourchette un verre en verre ou un gobelet en plastique, même s'ils ont la même forme, vous aurez un son très différent. Et là, la géométrie n'aura rien changé, la façon de produire le son n'aura pas changé, c'est uniquement le matériau du gobelet qui va faire que vous aurez un son différent entre une flûte à champagne en plastique et une flûte en verre. Eh bien, c'est pareil dans le sous-sol de la Terre. En fonction des matériaux que vont rencontrer les ondes sismiques, on va avoir une transformation des ondes et une production d'harmoniques qui va être très différente. Et là où c'est intéressant, c'est que les séismes peuvent venir de pas mal d'endroits. Et en fonction de leur source, si on les écoute toujours depuis le même endroit, on va voir que le son va pouvoir être impacté différemment. Comment l'illustrer? C'est simplement, ici vous avez une même guitare, et quand je vais percuter la caisse à différents endroits, vous allez entendre que les sons vont être différents. Si le son était correct, vous aurez entendu qu'on a des sons plus graves au niveau du centre de la caisse, et on a des sons plus aigus ici.
Alors ça va être lié au fait que justement la caisse est fixée par ses côtés et donc vibre mieux au centre. Mais si je frappe sur le manche, là vous aurez un son très différent, assez étouffé parce que ça résonne assez mal. Là j'ai dû taper plus fort pour que vous puissiez entendre. Donc finalement, en fonction du trajet de l'onde sonore entre sa source et nos oreilles, on va avoir une déformation de cette onde sonore qui va être différente. Dans le cas d'un instrument de musique, c'est, on l'a dit, ce qui va produire le timbre. Dans le cas de l'exploration sismique en géologie, ça va précisément être ce phénomène qui va nous servir à reconstituer le sous-sol. Alors j'ai pris ici l'exemple d'un bateau, ce violet ici, ça représente la mer, et ici vous avez différentes couches de sédiments dans les fonds marins. Ce type de bateau d'exploration sismique, c'est quelque chose qui est couramment utilisé notamment par les pétroliers pour identifier les gisements d'hydrocarbures, gaz ou pétrole, mais aussi pour comprendre comment est structuré le sous-sol. C'est aussi ce qui est utilisé dans le cas de l'exploration des grands fonds marins. On va pouvoir utiliser des sonars, mais en combinaison avec des outils sismiques. Des campagnes de ce type ont par exemple été menées à Mayotte pour identifier le volcan sous-marin ces dernières années. Le grand volcan sous-marin qui a été découvert par l'Institut de physique du globe à Paris. Et alors le principe va être assez simple. Vous avez ici au niveau de l'étoile un émetteur. Donc l'émetteur, c'est généralement des explosifs, mais ça va être une source, quelque chose qui va émettre un bruit de manière régulière. Et ce bruit, ce son, on va maîtriser parfaitement sa nature. On connaîtra les fréquences qu'il va produire. Et vous avez ici un ou généralement toute une flopée de micros qui vont être transportés à l'arrière du bateau et dont on va connaître la position exacte. L'onde sonore produite par la source va se propager, alors d'abord dans l'eau, puis ensuite dans différentes couches de sédiments. Et à l'interface de chaque couche de sédiments, il va y avoir deux possibilités. La première, c'est qu'elle continue un petit peu plus loin. C'est le cas pour celle-ci, par exemple. Et l'autre, ça va être qu'elle soit réfléchie. Alors évidemment, elle va être réfléchie dans toutes les directions, mais entre autres, dans la direction de nos récepteurs, de nos micros. Et on va du coup pouvoir capter cette onde sonore qui aura été transformée, impactée par le milieu. Impactée par le milieu au cours de son trajet aller, mais aussi de son trajet retour. Évidemment, ici, l'onde n'aura traversé que l'eau. Dans ce cas-là, elle aura traversé l'eau et le milieu jaune. Dans ce cas-là, elle aura traversé l'eau, le milieu jaune, le milieu ocre, rouge, brique, ça dépend de la saturation de votre écran. Et évidemment, le milieu jaune au retour et de nouveau l'eau. On arrive comme ça avec des ondes sonores qui vont être plus ou moins déformées. Évidemment, on a une multitude d'ondes sonores. C'est quelque chose de très très complexe comme signal. Et c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à décortiquer. On est bien au-delà des petits exemples que je vous ai présentés. Il va falloir utiliser des outils assez poussés pour le faire. Mais sur le principe, ça fonctionne. Et grâce à ces outils, eh bien justement, on est capable de cartographier les fonds marins. Alors voilà, la difficulté, c'est d'interpréter cet enregistrement. Là, c'était le signal pour une guitare tout à l'heure. Il faut imaginer quelque chose de incroyablement plus complexe que ça. Les moyens qu'on va utiliser pour essayer de déjà nettoyer un petit peu ce signal qu'on va capter au niveau du micro, ça va être des algorithmes qui vont reposer sur des principes mathématiques et physiques. Et c'est quelque chose qu'on va appeler la déconvolution. L'application de la déconvolution est extrêmement compliquée, mais le principe est assez simple. Le principe, c'est que on va avoir une source, ici nos explosifs par exemple, dont on va connaître la signature sonore. On va avoir un enregistrement
dont on connaît la signature sonore puisqu'on l'a captée au niveau du micro. Mais nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est quel est le milieu qui a permis de transformer cette onde en ça, et finalement essayer de revenir en arrière, reconstituer la déformation qu'a subi le signal sonore de base pour devenir celui qu'on a capté à l'arrivée, pour en déduire le milieu qu'il a traversé. Donc ça, c'est le principe de la déconvolution, et en fait, on peut du coup en déduire ce milieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire en déduire ce milieu? Ça veut dire que si je combine l'onde sonore de cette source à celle de ce milieu, aux transformations appliquées par ce milieu, j'obtiendrai exactement ce signal. Et de cette manière, on est capable de reconstruire des images sismiques. Et ici, vous voyez que tous ces réflecteurs en blanc, plus ou moins intenses, vont correspondre justement à des couches du sous-sol. Et on va avoir l'équivalent d'une coupe le long du trajet du bateau qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Là, par exemple, vous voyez que on a des sédiments qui sont extrêmement plissés, et ici, vous voyez des petites fractures. Si vous avez un grand écran, ces fractures, ce sont des failles, typiquement. Donc on va pouvoir raconter pas mal d'histoires. Là, par exemple, c'est probablement du sel aussi, au passage. Et on va pouvoir comprendre, finalement, l'objet géologique qu'on est en train d'étudier. Alors cette déconvolution, je vous ai dit plusieurs fois que c'était quelque chose d'extrêmement compliqué qui demandait des algorithmes extrêmement puissants. À l'heure actuelle, quand on fait une campagne de sismique en mer, en général, tout dépend des moyens qu'on va mettre sur le traitement des données, mais le traitement des données, ça se compte en mois de calcul, hein. C'est même parfois en années de calcul pour arriver à comprendre ces données. Un des pionniers dans la construction de ces algorithmes, c'est ce sismologue qui s'appelle Andy Hildebrand. Et ce sismologue va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Parce que le lien que je suis en train d'essayer de faire entre la géologie et la musique, ce lien, lui, il l'a fait bien avant moi, et il l'a transformé en quelque chose d'assez intéressant. Andy Hildebrand, en construisant son algorithme qui permettait de rectifier une onde sonore bruitée finalement par une source ou par un milieu en un signal épuré, il s'est rendu compte que l'analyse spectrale qu'il faisait, finalement, si au lieu de dire telle fréquence c'est juste une fréquence, mais ça peut être aussi une note, eh bien rectifier une fréquence en une autre, ça peut être assez intéressant de purifier le timbre d'un instrument et éventuellement de modifier la hauteur des notes ou d'analyser les notes qui sont présentes. Et Andy Hildebrand, partant de ce constat et étant lui-même musicien, a tout simplement, en transformant ses algorithmes en un logiciel facilement utilisable, inventé le logiciel Autotune. Ce logiciel, vous en avez probablement tous entendu parler, et je vais vous présenter un petit extrait très rapide de comment ça sonne l'autotune. Alors, si vous ne mettez pas le nom sur le son, vous allez reconnaître tout de suite. C'est quelque chose qu'on entend dans la grande majorité des morceaux à l'heure actuelle. Alors, dans certains morceaux, c'est très identifiable, mais dans la grande majorité des morceaux, y compris ceux où c'est pas clairement identifiable, il est présent de nos jours, puisque c'est un outil extrêmement puissant pour améliorer la qualité des enregistrements et obtenir des sonorités assez particulières. Comme je sais pas chanter, j'ai tout autotuné, oh, pas le temps de niaiser. Voilà. Donc je pense que vous avez reconnu ce son. Et ben voilà, maintenant vous saurez que Autotune, c'est un logiciel qui a été inventé par un géologue, un sismologue. Et c'est un logiciel qui utilise des algorithmes qui ont été développés pour l'industrie de l'exploration pétrolière en particulier.
et dans le but d'essayer de comprendre les signaux qui étaient transformés par les milieux naturels. Donc c'est sur une base naturaliste, c'est en faisant des recherches à vocation naturaliste, comprendre la structure du sous-sol de la Terre, que Andy Hildebrandt a développé cet outil musical qui aujourd'hui a révolutionné tout simplement l'industrie de la musique. Et entre nous, je pense que ça n'a pas été trop compliqué pour lui de développer ce logiciel parce que l'algorithme utilisé par Autotune est quand même beaucoup plus simple que ceux utilisés dans l'industrie pétrolière. Ce qui permet d'ailleurs de faire cette analyse en direct plutôt que de modifier la voix seulement 9 mois après l'enregistrement. Ce serait quand même un peu moins pratique. Voilà à quoi ça ressemble en termes d'interface Autotune, hein, quand on l'utilise sur un logiciel d'enregistrement, de mixage. Vous avez ici l'onde sonore, qui est ici très tassée parce qu'on est en train de regarder sur un enregistrement qui est assez long, avec sur certains pics une analyse des fréquences à l'aide du spectrogramme, qui va nous permettre de déterminer quelle est vraisemblablement la note qui domine cette partie de l'onde sonore. Donc là, manifestement, Autotune a détecté que c'était un Mi, et on va pouvoir déplacer ce curseur assez facilement pour le faire passer en Sol, par exemple, si on avait chanté faux et qu'on voulait faire un Sol au lieu de faire un Mi, ce qui serait un petit peu loin, mais pourquoi pas. Et donc ça de manière manuelle ou de manière automatique, ce qui produit les petits effets un peu pixelisés et artificiels quand on pousse l'effet à fond, comme sur l'extrait que je vous ai présenté. C'est en tout cas un outil assez intéressant, et une fois qu'on en a compris le fonctionnement, ça peut donner pas mal d'idées. Donc voilà, on y revient. Cette fois-ci, j'ai coché la case de vous parler un peu de physique et de musique. J'ai coché la case de vous parler un petit peu de géologie et de musique. On a parlé de naturalisme, ça apporte des éléments de réflexion sur est-ce qu'une musique agréable, c'est une musique naturelle ou inspirée par la nature. Et est-ce que consciemment ou inconsciemment, on est finalement toujours inspiré par la nature pour faire de la musique? Je voudrais aller un poil plus loin et vous poser une question ou vous proposer un angle de réflexion supplémentaire pour terminer, qui est, est-ce que finalement, on peut pas retrouver des musiques particulièrement riches dans une échelle qui nous dépasse complètement et bien au-delà du son de l'orage, par exemple, ou de la pluie. Pour ça, je vous invite, quand vous aurez le temps, à aller regarder sur YouTube The Sound of Space. Et alors, c'est pas une chaîne en particulier, mais vous allez retrouver pas mal de vidéos en rapport avec ça. Et ce sont des astronomes, astrophysiciens, même simplement des amateurs ou des musiciens, qui se sont intéressés à écouter la musique finalement du bruit spatial à travers soit des ondes lumineuses, soit des pulsations qu'on est capable de capter sous la forme de certains rayonnements. Je pense par exemple aux pulsars. Alors, c'est pas du tout mon domaine et vous pourrez poser ce genre de questions aux prochains astrophysiciens qui passeront sur cette chaîne, mais voilà des mots-clés que vous pouvez rechercher si ça vous intéresse. Finalement, on a un ensemble de rayons, d'ondes qui nous viennent depuis l'espace et qui vont avoir des fréquences et des durées extrêmement variables, y compris des fréquences très très basses et des durées très très élevées. Donc il y en a qui essaient de reconstruire par exemple le bruit d'une supernova ou le son d'une étoile mourante ou d'une étoile naissante. Et à partir des observations qu'on peut en faire. Alors parfois ce sont des phénomènes qui se déroulent sur des milliers, des centaines de milliers, des millions ou des milliards d'années, qui sont captés dans les signaux qui sont utilisés pour ce genre de reconstruction. Et ils sont capables d'en produire des sons qui vont être ensuite utilisés. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est pas uniquement de regarder l'espace, mais puisque je suis géologue, de regarder la Terre.
Et les géologues, il y a un truc qu'ils aiment beaucoup faire, c'est regarder le sous-sol en faisant des carottes. Alors une carotte, ça va être à l'inverse de la technique qu'on a vue tout à l'heure, la sismique qui s'approche d'une échographie, c'est-à-dire qu'on va sonder le sous-sol à l'aide d'ondes sonores. La carotte, ça va être un prélèvement tout à fait concret. On va enfoncer un tube dans une couche sédimentaire ou dans un ensemble de couches sédimentaires. On va extraire le tube et puis comme ça, on prélève une petite tranche de chaque couche sédimentaire et on va pouvoir les analyser. Alors ces carottes, il y en a eu de fait un peu partout sur Terre, certaines qui font 10 cm, d'autres qui font 10 km. Enfin 10 km c'est le record, je pense pas qu'ils aient carotté sur toute la longueur. En tout cas on en a de grandes dimensions et qui vont échantillonner des périodes de dépôt des sédiments qui vont être extrêmement variables. Et certaines des carottes parmi les plus célèbres au monde, ce sont les carottes de glace qui ont pu être prélevées en Sibérie ou en Antarctique. Alors vous en avez une représentation ici. Ces carottes de glace, c'est un peu particulier, on n'est pas sur des limons ou de la roche, mais elles vont pouvoir capter un certain nombre soit de débris, de petites particules, soit même des bulles de gaz qui vont pouvoir être analysées et qui vont les rapprocher de carottes plus conventionnelles, de carottes de roche, comme je vous ai cité. Et le point commun de toutes ces carottes, c'est que dans le jargon du géologue, on va pas... Alors on parle évidemment de carottes, mais on parle, plutôt que de tas de sédiments ou de piles de sédiments, on parle d'enregistrement sédimentaire. Et j'aime beaucoup le fait qu'on utilise le mot enregistrement, comme en musique, parce que précisément ces enregistrements, ils vont nous révéler un certain nombre de phénomènes du passé qu'on va pouvoir utiliser. Alors les carottes de glace que je vous ai mentionnées, elles ont servi notamment à la reconstruction du climat. Ce sont certaines des courbes qui résultent des analyses de ces carottes. Alors on va pas s'intéresser aux détails de ces courbes, mais il y a quelques paramètres. Vous voyez déjà qu'on est sur une échelle de l'ordre de 450 000 ans d'enregistrement. Et on a pu reconstruire un certain nombre de paramètres qui caractérisaient l'atmosphère terrestre à l'époque de chacun des niveaux analysés dans ces carottes. Donc vous avez ici par exemple la teneur en particules fines, en poussière, vous avez ici la teneur en dioxyde de carbone, vous avez ici les variations de température. Et ce qui est intéressant avec ces enregistrements, c'est que vous voyez que ça fait des cycles. On a ici une période de haute teneur en CO2, ici de nouveau, ici de nouveau, ici de nouveau, ici de nouveau, et entre deux, on a des périodes de bas niveau. Et ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, exactement finalement comme nos ondes sonores tout à l'heure. On avait un moment où ça montait, puis ça descendait, et ainsi de suite, à intervalles très réguliers. Et par-dessus ces variations un peu générales, vous avez des variations beaucoup plus fines qui sont les petits sous-pics que vous apercevez ici. Alors la question c'est, ok, on a des variations, ça ressemble à une onde sonore, est-ce que on peut faire de ça une onde sonore? Et est-ce que finalement ces variations, ça pourrait pas être comme une note à très 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 basse fréquence? C'est-à-dire que là, on est de l'ordre non pas de un battement par seconde, mais de un battement par 100 000 ans. Quelque chose de vraiment très très lent, qui serait au-delà de notre compréhension. Pour aller même un peu plus loin, puisqu'on a dit que les modifications de milieu qui caractérisent les ondes sonores, c'était une compression-décompression, par exemple de gaz dans l'atmosphère, est-ce que les variations de pression qu'on peut avoir, par exemple entre un épisode nuageux et un épisode de beau temps, la pression atmosphérique varie légèrement. Est-ce que ces variations, quand on les observe à plus large échelle, ça pourrait pas être comme la propagation dans l'atmosphère d'une onde sonore extrêmement lente, pour revenir à la définition du son. Et voilà ce qu'on peut reconstruire en termes de pression atmosphérique sur les 650 derniers milliers d'années. Et pour essayer d'entendre ça, alors
Malheureusement, je vais beaucoup vous décevoir sur ce coup-là, mais on rectifiera le coup pour la présentation YouTube. Euh, J'avais préparé une version accélérée de ça, c'est-à-dire essayer d'écouter cette onde sonore si elle ne se déroulait pas sur 650 000 ans, mais sur un peu plus de 9 secondes, c'est-à-dire si on la passe 36 octaves plus aiguë. Euh, et on est capable, effectivement, si je dis à un logiciel de musique que ça c'est une onde sonore et pas une onde de pression atmosphérique, pas même l'enregistrement dans une carotte de pression atmosphérique, euh, eh ben on est capable de tirer un son et ça ressemble à une espèce de sifflement, ça évoque un peu le bruit du vent. Du coup, je suis désolé, j'ai oublié l'extrait audio ce soir, donc je peux pas vous le présenter, mais ça vous donne une très bonne raison de retourner voir la conférence sur YouTube quand elle sera publiée. Par contre, on va pas s'arrêter là-dessus puisque j'ai effectivement quelque chose à vous faire écouter. Là, on est déjà parti assez loin. On a vu comment la géologie, le naturalisme avait permis de essayer de construire des instruments de musique, de les comprendre, comment parfois on a eu un phénomène corollaire, c'est-à-dire que en essayant de développer quelque chose pour le naturalisme, on s'est rendu compte que ça marchait bien pour la musique. Là, je suis en train de vous proposer finalement que une carotte de glace, c'est un petit peu comme un CD ou un vinyle qui s'enregistre très lentement et qu'on peut réécouter si on utilise le bon lecteur. Donc là, la platine, en l'occurrence, c'est des spectromètres, spectrographes, des analyses chimiques. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans son salon, mais ça fonctionne. On peut essayer, pas forcément d'aller plus loin, mais de voir comment utiliser les deux, une sorte de compromis. En fait, si vous êtes sur YouTube, vous aurez pu écouter l'enregistrement de la carotte de glace. On obtient un son, c'est assez cool de voir qu'on peut écouter une carotte de glace. Mais ce son, c'est quand même finalement un bruit de fond qui devient de plus en plus aigu. C'est pas quelque chose de très mélodieux. Ça peut faire une atmosphère sympa, on peut le réutiliser, le déformer, mais en soi, c'est pas une mélodie ou un morceau. On pourrait peut-être essayer de mélanger un peu le monde de la composition et l'utilisation d'enregistrements sédimentaires pour construire quelque chose d'un peu plus harmonieux. Et c'est un exercice que j'ai fait sur des données que j'ai pu obtenir au cours de ma thèse à travers l'étude d'un lac de cratère qui se trouve à Mayotte, qui est le lac Ziani. On a donc été prélever une carotte et on a fait plein d'analyses différentes. Et bien ces analyses, vous voyez que, alors on peut avoir une cyclicité, mais c'est quelque chose de quand même nettement moins évident que sur les carottes de glace. Par contre, on a très certainement des variations. Et surtout, sur certaines analyses, on voit qu'on a une distribution de certains composés chimiques qui sont plus ou moins présents. En fait, dans ce lac, on a un certain nombre de composés qui sont présents tout au long du lac, mais dans des proportions différentes et sous des formes légèrement différentes. Et bien, cette distribution, je m'en suis inspiré pour construire une gamme, et j'ai utilisé les variations qu'on pouvait observer avec différents signaux pour inspirer les variations autour de cette gamme, soit des modulations, soit simplement des questions de rythme, de nuances, de largeur de jeu. Et je vous propose, alors c'est juste un petit exercice comme ça, donc c'est pas quelque chose d'abouti, mais je trouve ça intéressant. Et je vous propose de terminer sur cet extrait audio. Si vous le souhaitez, vous pouvez réfléchir à ce que vous inspire ce morceau,
et vous le notez quelque part. Vous pourrez le réécouter aussi sur YouTube. Et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à me proposer votre interprétation de l'histoire du lac Ziani telle que vous l'inspire ce morceau en commentaire sous la vidéo YouTube. Et on pourra en discuter à ce moment-là. Et ce sera intéressant de voir si les variations que vous inspire la musique correspondent effectivement aux variations qui, moi, m'ont inspiré à faire cette musique. Et si vous arrivez à retrouver les différentes étapes clés justement de l'histoire du lac à travers les petites variations d'harmonie. Donc je passe sur l'extrait audio. Voilà, je vous remercie pour votre attention, merci à toutes les personnes qui sont encore là, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et maintenant, on va avoir un petit peu de temps pour poser des questions. Je serai évidemment disponible aussi par la suite par mail ou en commentaire sur la chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous. Eh ben, merci beaucoup. Alors, on a déjà 5 questions. Alors, si vous en avez en tête et que vous ne les avez pas encore posées, vous pouvez toujours les poser sur le chat Twitch, par Twitter ou par mail. Alors, on commence par celle-ci. Lucie, je te laisse la lire. Alors, la première question, au début de ta présentation, tu as montré un rocher de phonolite qui était sur la droite, et on a une question qui nous demande quel est le nom de ce rocher. Alors, le nom du rocher de phonolite qui était... Alors, je l'ai plus, c'est en... Je veux pas dire de bêtises, mais c'est en Auvergne, il me semble bien. Hein. J'ai plus le nom en tête parce que j'ai un trou là tout de suite. Mais je le repréciserai par la suite sur YouTube éventuellement. Sinon, il vous suffit de taper Phonolite France et sur Wikipédia, vous avez une liste et vous le retrouverez. Il y a 4 ou 5 spots et celui-là est très bien identifié. Il me semble bien que c'est en Auvergne. Voilà. Merci. Alors, ça c'était une question de SOS Plutonium et par mail, on a une question de Arnaud. Alors, c'est au moment où tu as parlé des instruments toujours en phonolite, des hommes préhistoriques. Est-ce que ces instruments produisent les notes que l'on connaît aujourd'hui, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si? Est-ce que... Alors, c'est une bonne question. Est-ce que les instruments en phonolite produisent le son des gammes qu'on a à l'heure actuelle? La réponse est non. Alors, j'ai pas essayé beaucoup de phonolithophones archéologiques, pas du tout même. J'en ai vu certains. Mais par contre, avec un collègue du labo, on s'est amusé à reconstruire un phonolithophone avec de la phonolite qu'on est allé chercher sur le terrain. Et on s'est vite rendu compte que c'était très difficile. Nous, on cherchait à reproduire les notes des gammes connues et utilisées à l'heure actuelle dans la musique occidentale. C'est très difficile d'obtenir une note précise et une note contrôlée.
C'est par contre beaucoup plus facile de faire des fragments en suivant le fil de la roche et en découpant, en façonnant les phonolithophones comme ça vient finalement naturellement, en suivant la forme de la roche, et ensuite de sélectionner parmi les morceaux qu'on a taillés ceux qui sonnent bien ensemble. Et on se retrouve avec des sons qui peuvent être très variables, alors qu'ils peuvent ressembler parfois à des gammes qu'on connaît et parfois pas du tout. L'important, c'est que l'ensemble se comporte harmonieusement pour utiliser cet instrument. Après, évidemment, si on veut l'utiliser en combinaison avec un piano, par exemple, il faudra sélectionner des fragments qui sonnent sur les mêmes fréquences que les touches d'un piano. Et ça me permet d'ailleurs d'apporter une petite précision sur les gammes. Les gammes que je vous ai mentionnées aujourd'hui dans cette présentation, c'est les gammes de la musique occidentale. Donc c'est un découpage en 12 demi-tons de la musique, c'est-à-dire qu'on va définir 12 intervalles de notes. C'est pas un découpage qui est utilisé par tout le monde. On peut citer par exemple les musiques arabes par exemple ou certaines musiques asiatiques qui, elles, vont faire un découpage avec davantage de notes. On peut très bien produire un son qui va être entre deux notes. Alors souvent, si ce son c'est quand on chante et qu'on est accompagné par un instrument, bah, du coup ça sonnera faux. Mais dans certaines traditions musicales, ça va être quelque chose qui est largement utilisé. Et ce découpage, il est assez arbitraire. Et d'ailleurs, même dans la musique occidentale, il n'a pas toujours été celui qu'il est aujourd'hui. Euh, euh, on va dire au 15e, 16e, peut-être 17e siècle, on avait d'autres façons de découper le... Alors on utilisait déjà le do, ré, mi, fa, sol et leurs altérations. Mais par contre, l'espacement entre le do et le do dièse, par exemple, qui va être le même espacement dans la musique actuelle qu'entre le do dièse, le ré, etc. On a quelque chose de très régulier dans la gamme actuelle. C'était pas le cas dans certains découpages qu'on avait par le passé en Europe. Et ça apportait des sonorités très très différentes. C'est-à-dire qu'en lisant la même partition, mais en accordant un instrument de la manière dont on le faisait à l'époque, on avait une couleur qui était très différente, qui était la couleur qui leur semblait normale à l'époque, puisque c'était comme ça que tout le monde s'accordait, et qui était finalement assez différente. Et c'est assez intéressant d'écouter des œuvres jouées avec l'accordage de l'époque à laquelle elles ont été composées. Si vous le faites, vous comprendrez pourquoi une sonate en do mineur peut sonner très très différemment d'une sonate en ré mineur, là où si on la joue actuellement, fondamentalement ça va être la même chose mais un peu plus grave ou un peu plus aigu. Je risque de me faire taper sur les doigts par certains musiciens, mais en tout cas, il y a un vrai contraste entre ces choix d'accordage actuels et les choix plus anciens. Alors, une autre question qu'on a reçue par mail de Chantal qui demande: est-ce que par exemple, quand on joue une note à la guitare et qu'elle devient de moins en moins forte, est-ce qu'elle disparaît complètement ou est-ce qu'elle change juste de fréquence pour aller dans des fréquences que l'oreille humaine ne peut entendre? Alors ça, c'est une question très très intéressante. Effectivement, si je joue ma note à la guitare et que je la laisse s'estomper, il va y avoir des changements qui vont se produire. Et en fait, c'est un mélange des différents phénomènes. C'est-à-dire que on va avoir à la fois la corde va vibrer de moins en moins intensément, donc le son va rester à peu près le même, mais de moins en moins fort, donc hors de la capacité d'audition de l'oreille humaine. Mais aussi, avec la diminution d'intensité de la vibration de la corde, on va avoir certaines fréquences qui vont disparaître plus vite que d'autres. Alors ça va dépendre de la note qu'on joue, de l'instrument qu'on va jouer, mais parfois ça va être les notes, certaines notes très aiguës qui vont disparaître. En général, c'est plutôt ça, c'est les fréquences aiguës de la note qui vont disparaître en premier. Les notes graves vont rester, c'est pour ça que quand on laisse durer un accord très longtemps, par exemple pour conclure un morceau au piano, souvent le bourdonnement qui reste à la fin, si on lève pas la main, ça va être un bourdonnement très grave, on va perdre les harmoniques aiguës. Mais bon, dans certains cas, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est à la fois
certaines harmoniques qui vont s'estomper au fur et à mesure, puis ultimement toutes les harmoniques, parce qu'évidemment la corde va ralentir jusqu'à être complètement stoppée, et en même temps notre oreille qui va être incapable de détecter ce son à partir d'un certain niveau, donc fatalement bien avant que la corde cesse totalement de vibrer. Une question sur le chat de Rusboy210 qui demande si les bruits parasites sont facilement isolables comme les bruits d'animaux, les volcans, les sous-marins, etc. Alors c'est une bonne question. Donc dans le cadre de l'exploration pétrolière, effectivement, on peut avoir un certain nombre de bruits parasites. En fait, pour éliminer ces bruits parasites, à la fois ceux qui sont cités, hein, des bruits d'animaux, de volcans sous-marins, mais aussi tout un ensemble de bruits qui sont beaucoup plus diffus et beaucoup plus difficiles à identifier, par exemple les bruits des moteurs des bateaux. On va utiliser quelque chose qu'on appelle le stacking, c'est-à-dire qu'on va empiler en fait un grand nombre d'enregistrements et on va considérer que le bruit, il va avoir quelque chose d'aléatoire, c'est-à-dire qu'à un instant ou à un endroit, on va entendre d'une certaine manière l'hélice du bateau et d'une autre cette même hélice. Ou alors on va avoir comme une baleine à un moment donné et pas de baleine quand le micro suivant passe. Pourtant, le micro suivant, il va capter exactement le même signal depuis la source et à travers le milieu géologique. Donc, finalement, la partie qui change ce bruit va s'annuler quand on superpose les enregistrements. Ça fait une espèce d'effet casque réducteur de bruit. Et à l'inverse, les fréquences qui correspondent à notre signal, vraiment à ce qu'on a capté depuis le sous-sol, comme elles sont toujours identiques, elles vont se superposer et donc on va capter de mieux en mieux, avoir quelque chose de plus en plus distinct. C'est comme quand on fait du coloriage, qu'on passe plein de fois un crayon légèrement, et sur les endroits où on cherche à colorier, ça va devenir de plus en plus intense. Bon, alors on a une dernière question qui est aussi une question du chat de Memphis Fernand. Alors une question plutôt philosophique pour terminer, c'est peut-il y avoir une musique naturelle s'il n'y a pas d'auditeur? Voilà, tu as 3 heures pour répondre à cette question. Alors peut-on avoir une musique naturelle s'il n'y a pas d'auditeur? Je pense qu'il faudrait poser la question aux arbres. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'un arbre ne se déplace pas ou ne fait pas de bruit quand il n'y a rien ni personne pour l'observer ou l'enregistrer? Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation et merci beaucoup Ivan pour cette présentation. Vu que tu es comment, je te laisse cliquer sur arrêter le stream. Merci tout le monde. On va fermer ce stream. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine conférence. À la prochaine.